Il existe en ce moment, quelque part au-dessus d'une steppe, un être vivant plus nombreux que l'humanité tout entière. Non pas une espèce, un seul nuage. Un seul essaim peut compter plusieurs centaines de milliards d'individus, couvrir une surface aussi vaste qu'une grande ville et dévorer en une journée ce qui nourrirait des dizaines de milliers de personnes. Et le plus troublant, c'est que cet être commence sa vie comme l'insecte le plus inoffensif de la prairie. Bienvenue sur Planète Animale. Aujourd'hui, nous parlons du criquet migrateur, autrement dit Locusta migratoria, ou plus exactement, de ce qu'il devient. Car son histoire n'est pas celle d'un animal, mais d'une métamorphose. Restez jusqu'à la fin. Vers le milieu du film, je vous montrerai comment une simple caresse sur une patte transforme un insecte paisible en l'une des forces les plus destructrices de la nature. Et pourquoi cela change tout notre regard sur une ordinaire étendue d'herbe. Commençons par le chiffre qui, à lui seul, m'a obligé à tout reprendre depuis le début. 80 millions d'individus sur un seul kilomètre carré. Pensez-y un instant. Sur la surface d'un terrain de la taille d'un petit quartier, une masse vivante si dense que le sol disparaît, que chaque brin d'herbe ploie sous le poids, que l'air lui-même semble solide. Et ce kilomètre carré n'est qu'un fragment. Un grand essaim en occupe des milliers. Les estimations les plus prudentes parlent de 200 milliards d'insectes dans un seul nuage. Certaines, plus hautes, avancent des chiffres qui perdent tout sens tant ils sont grands. Comparez-les à nous. Nous sommes 8 milliards sur cette planète. Un seul essaim, dans ses pires années, peut nous dépasser en nombre plusieurs dizaines de fois. Je l'avoue, la première fois que j'ai lu ces ordres de grandeur, j'ai dû relire 2 fois. Non pas parce qu'ils sont incroyables, parce qu'ils sont réels. Et pourtant, voici le paradoxe par lequel tout commence. Cette chose colossale, cette armée qui obscurcit le ciel en plein midi, n'existe pas la plupart du temps. Elle n'attend pas quelque part, tapie, prête à surgir. Elle n'existe tout simplement pas. Ce qui existe, à sa place, c'est un petit insecte vert, discret, solitaire, qui vit dans l'herbe et n'inquiète personne. Si vous le croisiez demain dans un pré, votre regard glisserait sur lui sans s'arrêter. Il ne fait pas de bruit. Il ne se rassemble pas. Il fuit même la compagnie de ses semblables. Rien, absolument rien, ne laisse deviner ce qu'il porte en lui. Alors comment? Comment ce solitaire timide devient-il le fléau? Comment passe-t-on de l'insecte qu'on ne remarque pas au nuage qui affame des régions entières? Gardez cette question en tête. Elle est le cœur de tout ce film. Car voici la première chose que la plupart des gens ignorent et qui change absolument tout. Le criquet, au sens où on l'emploie dans les récits de catastrophes, n'est pas une espèce, c'est un état. Le mot désigne plusieurs espèces d'insectes à antennes courtes, cousins des sauterelles, qui partagent une capacité rare et déroutante, celle de changer, sous certaines conditions, jusqu'à devenir méconnaissables. Non pas de vieillir, non pas de muer simplement, de devenir un autre animal. Arrêtons-nous ici un instant, car le point est essentiel. Dans les temps ordinaires, cet insecte vit ce qu'on appelle sa phase solitaire. Il est vert ou brun, exactement de la couleur de l'herbe qui l'entoure. Il se cache, il se tient à l'écart. Il évite ses propres congénères comme s'ils étaient une menace. C'est un être fait pour la discrétion, pour l'invisibilité, pour la solitude. Sa stratégie de survie tient en un mot: disparaître. Et il y parvient si bien que, pendant des générations, personne ne soupçonne ce qu'il est capable de faire. Puis quelque chose bascule. Les conditions changent. Et le même animal, avec le même ADN, entre dans une seconde phase, la phase grégaire. Là, tout s'inverse. Il devient jaune et noir, voyant, presque provoquant. Il ne se cache plus. Au contraire, il cherche la foule. Il est attiré par les autres comme par un aimant. Ses ailes s'allongent, ses muscles de vol se renforcent, son corps entier se réorganise pour le voyage et la multitude. Le fuyard est devenu grégaire. L'ermite cherche l'armée. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le même code génétique, la même créature, et deux animaux si différents que, pendant longtemps,
la science elle-même les a pris pour deux espèces distinctes. On les décrivait séparément, on leur donnait des noms séparés, on les rangeait dans des cases différentes. Il a fallu du temps pour comprendre qu'on regardait en réalité un seul être aux deux visages. Et c'est là que réside, à mon avis, l'un des faits les plus sous-estimés de toute la zoologie. Nous avons l'habitude de penser qu'un animal est ce qu'il est. Un loup est un loup, un moineau est un moineau. Mais cet insecte-là refuse cette règle. Il possède deux modes de fonctionnement. Un mode silencieux, pour les temps où les ressources abondent, où il suffit de se cacher et de vivre pour soi, et un mode de guerre, pour les temps où tout se raréfie, où il faut se rassembler, se lever et partir. La nature a fabriqué une créature avec deux régimes, et c'est précisément pour cela qu'elle est si imprévisible. Imaginez un interrupteur. D'un côté, l'insecte le plus inoffensif de la steppe. De l'autre, l'un des phénomènes les plus dévastateurs que la planète connaisse. Le même corps, le même être, il suffit de basculer. Vous vous demandez sans doute ce qui appuie sur cet interrupteur. Qu'est-ce qui exactement fait passer d'un état à l'autre? Qu'est-ce qui transforme le solitaire en membre de la horde? La réponse existe, elle est stupéfiante, et elle tient à un geste minuscule, presque rien. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour la comprendre, il faut d'abord regarder le corps de cet animal de très près. Il faut comprendre comment il est bâti, comment il respire, comment il voit, comment il saute, et surtout, comment un même corps peut se construire de deux manières. Alors venons-en au corps. Regardez-le sortir de sa propre peau. En ce moment même, sur une tige d'herbe, un jeune criquet est suspendu la tête en bas, immobile, agrippé par les pattes arrière. Son ancienne carapace se fend le long du dos. Lentement, très lentement, elle s'en extrait, comme on retire un gant trop serré, en tirant chaque patte, chaque antenne hors de l'enveloppe abandonnée. Un mouvement trop brusque et tout est perdu. Son nouveau corps est encore mou, humide, fragile comme une pellicule de cire. Elle attend, elle laisse durcir. Et ce spectacle, l'un des plus difficiles à observer dans la nature, se répète plusieurs fois au cours de sa vie. Car c'est là le premier fait à comprendre sur ce corps. Il n'a pas de squelette à l'intérieur. Il le porte à l'extérieur. Cette armure rigide qui l'enveloppe, cet exosquelette, est à la fois sa protection et sa prison. Elle le tient debout, elle le défend, mais elle ne grandit pas avec lui. Alors, pour grossir, l'insecte doit périodiquement s'en défaire, s'en arracher et fabriquer une enveloppe neuve, plus grande. À chaque mue, il se retrouve nu, tendre, sans défense, pendant de longues heures. Imaginez devoir sortir de votre propre corps pour en changer et rester sans protection le temps que le nouveau sèche. C'est le prix que paie cet animal pour chaque étape de sa croissance. Et voici la question qui, dès qu'on la pose, ne lâche plus. Si le corps est bâti sur ce plan unique, ce même exosquelette, ces mêmes pièces, ces mêmes organes, alors comment un seul et même code peut-il produire deux animaux aussi opposés? Comment le même moule fabrique-t-il tantôt le petit ermite vert, tantôt le voyageur jaune et noir taillé pour les grandes distances? Gardez la question ouverte. Le corps lui-même va commencer à y répondre, pièce par pièce. Commençons par ce qui frappe en premier, les pattes arrière. Elles sont énormes par rapport au reste, repliées comme deux ressorts comprimés. À l'intérieur de la cuisse se cache un muscle puissant, et avec lui, un mécanisme d'une élégance remarquable. L'insecte ne saute pas seulement par la force de ses muscles. Il arme d'abord la patte, comme on tend un arc, en accumulant l'énergie dans une sorte de ressort naturel logé dans l'articulation. Puis il relâche d'un coup. Le bond qui en résulte dépasse de très loin ce que la seule contraction musculaire permettrait. Rapporté à sa taille, cet animal projette son corps sur une distance qui, chez un homme, correspondrait à franchir la longueur d'un terrain de sport d'un seul élan. C'est à mon avis un pur chef-d'œuvre d'ingénierie évolutive. Deux pattes, un ressort, une catapulte vivante. Levons les yeux vers la tête maintenant, car elle raconte une autre histoire. Deux grands yeux occupent les côtés du crâne. Ce ne sont pas des yeux comme les nôtres, avec une seule lentille. Ce sont des yeux composés de milliers de minuscules facettes, chacune captant un fragment du monde. L'image qui en résulte n'est pas nette comme une photographie.
Elle est faite d'une mosaïque de points. Mais elle possède un avantage que nos yeux n'ont pas. Elle détecte le moindre mouvement, presque partout autour, en même temps. Un prédateur qui approche, une ombre qui glisse, un congénère qui bouge. Rien de ce qui remue n'échappe facilement à ce regard fragmenté. Et entre ces deux grands yeux, de petits capteurs supplémentaires mesurent la lumière, distinguent le jour de la nuit, orientent l'animal. Sous la tête, l'outil qui fait toute sa réputation, la bouche. Ce n'est pas une trompe, ce n'est pas un suçoir. Ce sont de véritables mâchoires, dures, taillées pour broyer. Elles travaillent latéralement, de gauche à droite, et non de haut en bas comme les nôtres. Elles coupent, elles cisaillent, elles réduisent les feuilles en bouillie avec une efficacité mécanique. Un seul individu mange chaque jour l'équivalent de son propre poids en verdure. 2 grammes peut-être, rien du tout. Le poids d'une pièce de monnaie posée dans votre paume. Mais multipliez ce rien par les milliards dont nous avons parlé, et vous obtenez un champ entier qui s'efface en quelques heures. Arrêtons-nous ici un instant, parce qu'un détail m'a personnellement le plus frappé. Cet animal n'a pas de poumons, pas au sens où nous l'entendons. Il ne respire pas par une bouche reliée à des sacs d'air. Son corps est parcouru d'un réseau de fins tubes, des trachées, qui s'ouvrent sur les flancs par de minuscules orifices et conduisent l'air directement jusqu'aux organes, jusqu'aux muscles, sans passer par le sang. L'oxygène voyage par ces canaux comme dans un système de galeries. C'est une manière de respirer entièrement différente de la nôtre. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles un insecte ne peut pas atteindre la taille d'un chien. Ce système de galeries a ses limites. Au-delà d'une certaine taille, l'air ne parviendrait plus assez loin. La petitesse n'est pas un hasard. C'est une contrainte inscrite dans le plan même du corps. Et l'ouïe, elle existe, mais pas là où vous la chercheriez. L'organe qui perçoit les sons ne se trouve pas sur la tête. Il est logé sur les premiers segments de l'abdomen. Une fine membrane tendue, comme la peau d'un tambour, qui vibre au passage des ondes sonores. Cet insecte entend, littéralement, par le ventre. Pensez-y. Il voit par une mosaïque, il respire par des galeries, il entend par le flanc. Rien, dans sa manière d'habiter le monde, ne ressemble à la nôtre. Et pourtant, ce corps si étranger fonctionne avec une précision qui laisse songeur. Revenons à présent à la question laissée ouverte. Comment ce même plan corporel produit-il 2 animaux? La réponse commence à se dessiner dans la chair. Quand l'insecte bascule vers sa phase voyageuse, ce n'est pas seulement sa couleur qui change. Ses ailes deviennent plus longues par rapport au corps. Ses muscles de vol s'épaississent. La forme même de sa tête se modifie. Sa physiologie profonde se réorganise pour l'endurance et la distance. Le solitaire est bâti pour se cacher sur place. Le grégaire est bâti pour franchir des centaines de kilomètres. Ce n'est pas un simple changement d'humeur, c'est une reconstruction. Le même être, littéralement rebâti selon 2 plans, à partir des mêmes matériaux. Et cette transformation ne s'arrête pas à un seul individu. Elle se transmet. Selon les conditions dans lesquelles ils grandissent, les descendants naissent déjà orientés vers l'une ou l'autre forme. Un solitaire entouré de nombreux congénères peut donner naissance à une génération déjà inclinée vers la vie de groupe. Comme si le corps se souvenait de la foule et préparait ses enfants à la rejoindre. Les chercheurs décrivent cela avec prudence, car les mécanismes en sont fins et encore débattus. Mais l'observation, elle, est constante. Le corps n'est pas figé. Il écoute son environnement et il se façonne en conséquence. Voilà donc de quoi cet animal est fait. Un squelette porté à l'extérieur, des pattes catapultes, des yeux en mosaïque, une respiration par galerie, une ouïe logée dans le ventre, et surtout, un corps capable de se construire de 2 façons opposées selon ce que le monde exige de lui. Mais tout cela pose une autre question, plus vertigineuse encore. Un tel corps, une telle double nature, cela ne s'invente pas en une saison. Il a fallu, pour aboutir à cette créature, un temps immense, presque impensable. De combien de temps parle-t-on au juste? Pour le mesurer, il faut remonter bien avant l'homme, bien avant les fleurs qu'il dévore aujourd'hui. Il faut remonter très, très loin. Au XVIIIe siècle, un naturaliste suédois se penche sur 2 insectes posés devant lui.
L'un est vert, discret, solitaire. L'autre est jaune et noir, voyant, fait pour la horde. Carl von Linné, l'homme qui entreprend de nommer et de classer tout le vivant, les examine, les compare et rend son verdict. Ce sont deux espèces différentes. Deux noms, deux cases, deux animaux. Il ne se trompe pas par négligence. Il se trompe parce que la différence entre les deux est si profonde qu'aucun regard raisonnable, à son époque, ne pouvait imaginer qu'il s'agissait du même être. Il faudra attendre bien plus tard pour que la science comprenne son erreur et pour mesurer à quel point cette erreur était, au fond, un hommage involontaire à l'étrangeté de cet animal. Songez-y un instant. Le plus grand classificateur de son siècle, l'homme dont nous utilisons encore aujourd'hui le système de noms, s'est laissé tromper par une seule créature. Non parce qu'il regardait mal, parce que la créature, elle, était double. Et cette dualité, cette capacité à porter deux formes dans un même corps, ne date pas d'hier. Elle est le fruit d'un temps si long qu'il en devient difficile à saisir. Alors posons la question directement. Depuis combien de temps ce plan existe-t-il? Depuis quand la Terre porte-t-elle des insectes de ce genre, aux mâchoires broyeuses et aux pattes ressorts? La réponse, quand on la rencontre pour la première fois, oblige à s'arrêter. Car elle nous emmène dans un passé où rien de ce qui nous est familier n'existait encore. Les insectes de cet ordre, celui auquel appartiennent les criquets et leurs cousines les sauterelles, comptent parmi les plus anciens habitants terrestres de la planète. Leur lignée s'enfonce dans le temps sur des centaines de millions d'années. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, essayons de reconstruire le décor. Quand les ancêtres de ces insectes bondissaient déjà dans la végétation, il n'y avait pas de fleurs, pas une seule. Les plantes à fleurs, celles-là même dont les criquets ravagent aujourd'hui les champs, n'existaient pas encore. Il n'y avait pas d'oiseaux dans le ciel. Il n'y avait pas de mammifères tels que nous les connaissons. Et les grands reptiles qui allaient dominer la Terre, ceux dont les enfants apprennent les noms, n'étaient pas encore apparus ou commençaient à peine. Laissez cette image se poser. Ces insectes sautaient déjà avant les dinosaures. Ils mangeaient de la verdure avant qu'il n'y ait des fleurs à manger. Ils étaient là avant presque tout ce que nous appelons aujourd'hui la nature. Je vous avoue que ce genre de chiffre a quelque chose de vertigineux. Nous mesurons nos vies en dizaines d'années, nos civilisations en quelques milliers. Et voici une famille d'êtres dont l'histoire se compte en centaines de millions. Rapportée à cette échelle, toute l'aventure humaine, depuis les premières peintures sur les parois des grottes jusqu'à cet instant précis, tiendrait dans un souffle. Une fraction de seconde à la fin d'une très longue journée. Mais l'ancienneté seule n'est pas le plus impressionnant. Ce qui l'est, c'est ce que cette lignée a traversé. La Terre, au cours de cette immense durée, a connu plusieurs catastrophes majeures, des effondrements du vivant si brutaux qu'à chaque fois, une grande partie des espèces a disparu. Des extinctions de masse, des moments où la vie elle-même a failli s'éteindre. Et à travers ces désastres répétés, la lignée de ces insectes a tenu. Elle a plié, sans doute. Elle a changé. Mais elle n'a pas rompu. Quand tant de créatures géantes, puissantes, spectaculaires ont disparu sans retour, ce petit sauteur discret, lui, est resté. Comment? Comment un animal aussi modeste survit-il là où des géants s'effondrent? Et c'est ici que revient enfin la question laissée en suspens. Pourquoi l'évolution a-t-elle conservé cette étrange double mâture qui trompa Linné? La réponse aux deux questions n'en fait qu'une. Et elle est d'une logique redoutable. Réfléchissez à ce que signifie vivre dans un monde instable. Certaines années, la pluie tombe, l'herbe pousse, la nourriture abonde. D'autres années, la sécheresse s'installe, la verdure disparaît, et il ne reste presque rien. Un animal enfermé dans une seule stratégie est à la merci de ses variations. S'il est fait pour l'abondance, il meurt quand vient la disette. S'il est fait pour la disette, il gaspille l'abondance. Mais cet insecte-là n'a pas choisi. Il a gardé les deux options. Quand tout va bien, quand la nourriture est là, il vit en solitaire. Il se cache, il se reproduit tranquillement, il ne dépense aucune énergie en grands voyages inutiles. Pourquoi partir quand tout ce dont on a besoin se trouve sur place? Mais quand les ressources s'effondrent,
Quand la terre se dessèche et que la faim monte, alors l'autre programme s'enclenche. Le corps se transforme, se rassemble, se lève et part chercher ailleurs ce qui manque ici. Deux réponses à deux mondes. Un mode d'économie, un mode de fuite. Et c'est précisément parce qu'il possède les deux qu'aucune catastrophe ne l'a jamais complètement emporté. Voilà ce que le regard de Linné n'avait pas pu voir. Ces deux animaux qu'il tenait pour distincts n'étaient pas deux espèces rivales. C'étaient deux visages d'une seule et même stratégie de survie, l'une des plus robustes que l'évolution ait jamais façonnées. Là où nous voyons une anomalie, un dérèglement, un fléau, il faut apprendre à voir autre chose, une assurance. Une police d'assurance contre l'imprévisible, souscrite il y a des temps immémoriaux et jamais résiliée depuis. Cette dualité, donc, n'est pas un accident, c'est un trésor. Un patrimoine accumulé sur une durée que notre esprit peine à contenir. Et elle explique une chose que nous aurons du mal à accepter plus loin dans ce film. Cet animal n'est pas une erreur de la nature que l'homme aurait le devoir de corriger. Il est l'un de ses plus vieux, l'un de ses plus tenaces succès. Mais une stratégie, aussi ancienne soit-elle, ne s'exécute pas dans le vide. Elle a besoin d'un lieu, d'un territoire précis où le solitaire attend, où les œufs se déposent, où la sécheresse presse les corps les uns contre les autres jusqu'au basculement. Cet insecte ne surgit pas de partout à la fois. Il a une maison. Et pour comprendre pourquoi certaines régions du monde, y compris certaines très proches de nous, se retrouvent année après année sur son chemin, il faut maintenant regarder où exactement tout commence. L'essaim ne choisit pas la Russie. Il ne vise personne. Il ne trace aucun plan sur une carte, ne désigne aucune cible, ne nourrit aucune intention. Il ne se dirige pas vers les champs de blé du Sud comme un envahisseur vers une capitale. Rien de tel. Il fait quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus implacable. Il suit le vent. Et le vent, lui, souffle où il souffle. Voilà la première chose à comprendre pour saisir pourquoi certaines régions se retrouvent, saison après saison, exactement sur son chemin. Mais avant le vol, avant le vent, il y a un lieu. Car cet insecte ne naît pas partout. Il a des foyers, des berceaux précis, des territoires où il s'accumule, se reproduit et d'où il s'élance. Ce ne sont pas des champs cultivés. Ce sont des zones sauvages, humides, souvent difficiles d'accès. Des vallées fluviales, des deltas, des bas-fonds inondables, des étendues de roseaux. Pour le criquet migrateur qui menace le sud de notre continent, ces berceaux se comptent sur les doigts d'une main. Les basses terres autour de la Caspienne, les deltas des grands fleuves, les steppes d'Asie centrale. Et un lieu qui, à lui seul, raconte une histoire tragique et instructive. Vous connaissez peut-être son nom, la mer d'Aral. Il y a quelques décennies encore, c'était l'une des plus vastes étendues d'eau intérieure du monde. Aujourd'hui, elle a perdu la très grande majorité de son volume. Là où clapotaient les vagues, il n'y a plus que du sel, du sable, de la steppe sèche. Et voici ce que j'ai découvert en creusant ce sujet, une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Cette catastrophe, ce désastre écologique parmi les plus connus du XXe siècle, est lié au criquet. Car là où l'eau s'est retirée, la terre sèche a gagné. Et la terre sèche, les bas-fonds, les sols nus et chauds, ce sont précisément les conditions que cet insecte recherche pour pondre. Là où il y avait une mer, il y a désormais un immense berceau potentiel. Les chercheurs restent prudents sur l'ampleur exacte du lien, et ils ont raison de l'être. Mais l'observation dérange. En asséchant une mer, l'homme a peut-être agrandi la maison du fléau. Alors une question se pose, et elle est le cœur de cette partie du film. Le berceau existe. Le solitaire y attend, discret, sans danger. Qu'est-ce qui exactement met le feu aux poudres? Qu'est-ce qui, dans ces vallées tranquilles, déclenche le basculement? Gardez la question ouverte, car la réponse tient à deux forces que tout oppose, et pourtant complices. L'eau et son absence. Commençons par l'eau. Tout part de la ponte. La femelle ne dépose pas ses œufs n'importe où, ni n'importe comment. Elle tâte d'abord le sol, l'explore, vérifie qu'il est assez humide pour ses futurs petits. Puis elle creuse et y enfuit ses œufs par paquets,
protégées dans une sorte de capsule enterrée. Une seule de ces capsules peut contenir plusieurs dizaines d'œufs, et une même femelle en dépose plusieurs au cours de sa vie. Faites le calcul un instant. Quelques dizaines d'œufs par capsule, plusieurs capsules par femelle, et des milliers de femelles sur un même bas-fond. Ce ne sont pas des insectes qui se préparent. Ce sont des bombes à retardement, enterrées par milliers dans un sol que rien en surface ne trahit. Si l'hiver est doux et le printemps humide, la survie des œufs devient énorme. Les larves sortent ensemble, en masse, au même moment. Un tapis vivant émerge du sol. Et là, tout se joue sur un fil. Tant qu'il y a de la verdure pour tout le monde, chacun peut rester à sa place, dispersé, solitaire. Mais voici qu'entre en scène la seconde force, la sécheresse. Le soleil revient, plus dur, et sèche les plaques de verdure les unes après les autres. La nourriture se raréfie. Et que font des milliers d'individus affamés quand il ne reste que quelques îlots de verre? Ils s'y pressent. Ils se rassemblent malgré eux, non par choix, mais parce que la nourriture désormais se concentre en petits points. Là où ils étaient éparpillés comme des grains sur une grande table, les voici entassés sur quelques miettes. Les corps se touchent, les corps se frôlent, et ce contact, ce simple contact est le début de tout. Nous verrons bientôt pourquoi. Regardez le paradoxe. C'est l'abondance de pluie qui remplit le berceau d'œufs. Et c'est la sécheresse qui suit, qui presse les corps les uns contre les autres, jusqu'au point de bascule. L'un sans l'autre ne suffit pas. Il faut d'abord la générosité de l'eau, puis la cruauté du manque. Un festin, puis une famine. La nature a réglé cet interrupteur sur la succession de deux excès contraires. Et c'est ici, je crois, le bon moment pour une petite pause, parce que ce que je vais vous raconter ensuite, beaucoup de gens l'ignorent, et j'aimerais savoir si vous en faisiez partie. Aviez-vous idée, avant ce film, que le sud de la Russie, le Stavropol, la Volga, le Kouban, se trouvait sur la route régulière de ce phénomène? L'aviez-vous déjà vu de vos propres yeux, dans une steppe, dans un champ, ne serait-ce qu'un de ces insectes solitaires dans l'herbe? Écrivez-le en commentaire, sincèrement. Cela m'intéresse vraiment de savoir ce que chacun de vous en savait ou en a vu. Et puisque nous parlons de ce contact, de ce frôlement entre les corps affamés, le moment est venu de tenir une promesse. Vous vous souvenez, au tout début, je vous ai promis de vous montrer comment une simple caresse sur une patte transforme un insecte paisible en l'une des forces les plus destructrices de la nature. Nous y sommes presque. Nous en avons touché le seuil, à l'instant, en évoquant ces corps qui se pressent et se touchent sur les derniers îlots de verdure. Retenez cette image du contact. Dans un instant, nous entrerons dans le mécanisme lui-même, et vous comprendrez pourquoi ce détail minuscule change absolument tout. Mais restons encore un peu sur le territoire, car il nous manque une pièce, le voyage. Une fois le basculement amorcé, une fois la masse formée, comment se retrouve-t-elle au-dessus de nos champs? C'est ici que revient le vent. Les vents dominants de la belle saison, dans cette région, soufflent globalement depuis l'est et le sud-est vers le nord-ouest, c'est-à-dire vers la Volga, vers le Stavropol, vers le Kouban. L'essaim s'élève, se laisse porter, et le hasard des courants le dépose là où l'agriculture a bâti ses greniers. Le sud de la Russie n'est pas visé, il est simplement le point d'arrivée d'un trajet dessiné par la géographie. Ajoutez à cela le climat qui se transforme. D'année en année, ces terres deviennent un peu plus chaudes, un peu plus sèches. Or, la chaleur, la sécheresse sont exactement ce que cet insecte préfère. Ce n'est pas une prophétie de catastrophe, c'est une arithmétique du risque, froide et simple. Plus de sécheresse, plus de berceaux, plus de basculements possibles. La maison du fléau s'agrandit, et le vent, lui, n'a pas changé de direction. Nous avons donc le lieu, l'eau, le manque, le contact, le vent. Tout est en place. Il ne reste qu'à comprendre ce qui se passe, précisément, à l'instant où deux corps se touchent. Ce qui, dans le système nerveux de cet animal, s'allume alors. Car ce n'est pas une image, ni une façon de parler. C'est un signal chimique, mesurable, identifié. Et il est temps maintenant de le regarder de tout près. Vers 2009, dans un laboratoire,
Des chercheurs posent une question qui semble presque trop simple. Qu'est-ce qui physiquement déclenche la bascule? Ils prennent des criquets solitaires, de ces individus verts et paisibles qui fuient toute compagnie, et ils les manipulent. Ils stimulent différentes parties de leur corps, méthodiquement, pour voir laquelle, si on la touche, met le feu au changement. Et ils trouvent un point précis, une zone précise, la face interne de la cuisse, à l'arrière, là où le contact avec un congénère se produit inévitablement quand les corps se pressent. Touchez cet endroit, de façon répétée, et l'animal commence à se transformer. Le mécanisme du fléau tient à quelques millimètres de patte. Voilà, nous y sommes. C'est le moment que je vous avais promis, et il est aussi étrange que je l'avais annoncé. Une caresse. Un frôlement sur une patte arrière. Rien de plus. Et pourtant, de ce rien naît l'une des plus grandes forces destructrices que la nature ait produites. Prenez une seconde pour mesurer la disproportion. D'un côté, un contact plus léger qu'une plume. De l'autre, un ciel obscurci en plein jour. Entre les deux, un seul pont chimique. Car que se passe-t-il exactement quand ce point est stimulé? Dans le système nerveux de l'insecte, une substance monte en flèche. Une molécule que vous connaissez de nom, même si vous ne l'attendiez pas ici. La sérotonine. Chez nous, les humains, on l'associe à l'humeur, au bien-être, à l'équilibre intérieur. Chez ce petit être, elle joue un tout autre rôle. Elle est le signal du basculement. Quand la face interne de la cuisse est touchée à répétition, le taux de sérotonine s'élève brutalement dans le système nerveux. Et ce message chimique dit une chose très simple, très ancienne. Il y a du monde autour de toi. Beaucoup de monde. Il est temps de changer. Arrêtons-nous une seconde parce que je trouve ce détail proprement stupéfiant. La même molécule qui, chez l'homme, accompagne la sérénité, le contentement, la paix intérieure, est celle qui, chez le criquet, ordonne la métamorphose vers la horde. Le messager du calme, d'un côté, Le déclencheur de l'invasion, de l'autre. La nature n'a pas inventé de nouvel outil pour ce basculement. Elle a repris un vieil outil, présent chez d'innombrables animaux, et lui a confié une mission nouvelle. Je vous avoue que ce genre de raccourci de l'évolution me laisse songeur à chaque fois. Mais le plus impressionnant, c'est la vitesse. Regardez la cascade se dérouler. Le comportement change en premier, et vite. En quelques heures seulement, l'insecte solitaire, celui qui fuyait ses semblables, se met à les rechercher. L'ermite devient sociable en une après-midi. Puis vient la couleur, plus lente. Sur quelques jours, le vert discret cède la place au jaune et au noir voyant. Enfin, la physiologie profonde, les ailes, les muscles de vol, la forme du corps, se réorganisent sur une ou deux générations. Autrement dit, ce n'est pas seulement l'individu touché qui change. Ses descendants naissent déjà différents. les petits-enfants d'un solitaire, s'ils grandissent entourés de leurs semblables, viennent au monde déjà inclinés vers la vie de groupe. Le contact d'aujourd'hui se transmet aux générations de demain. Et maintenant, comprenez comment cela s'emballe. Nous avons laissé tout à l'heure des milliers d'insectes affamés se presser sur les derniers îlots de verdure. Chaque frôlement entre deux corps envoie une impulsion. Chaque impulsion élève un peu la sérotonine. Chaque élévation pousse un peu plus l'animal vers la phase grégaire. Or, un individu qui bascule cherche activement la compagnie des autres. Il se rapproche, il touche davantage. Il déclenche chez ses voisins le même signal qu'il vient lui-même de recevoir. Voyez-vous le piège se refermer? Plus ils sont nombreux, plus ils se touchent. Plus ils se touchent, plus ils basculent. Plus ils basculent, plus ils se cherchent. C'est une réaction en chaîne. Une boucle qui s'auto-entretient, qui s'accélère toute seule, sans que personne ne la commande. De cette boucle naît une masse. On lui donne un nom particulier, celui qu'elle porte avant même de savoir voler. C'est une bande larvaire, un tapis d'insectes encore dépourvu d'ailes qui progresse au sol, en un large front, dévorant tout sur son passage. À ce stade, ils ne volent pas, ils marchent, ils rampent. Ils avancent ensemble, par millions, en une natte vivante qui coule sur le paysage. L'herbe, les buissons, les jeunes pousses, tout est coupé à ras.
Et cette nappe grossit d'heure en heure, car chaque contact recrute encore un nouveau converti. Songez à ce que cela signifie. Il n'y a pas de chef dans cette masse. Il n'y a pas de cerveau central qui décide, pas de commandement, pas de plan d'ensemble. Il n'y a que des millions d'individus, chacun réagissant à ses voisins immédiats selon une poignée de règles simples. Touche, sens le voisin, rapproche-toi, avance. De ces règles minuscules, répétées des milliards de fois, émerge quelque chose qui ressemble à une volonté unique, à un organisme géant qui se déplace d'un seul mouvement. Mais cette volonté n'existe nulle part en particulier. Elle est partout et nulle part. Elle est le produit de la foule elle-même. Et voici ce qui, à mon sens, rend ce phénomène si difficile à combattre et si difficile à oublier une fois qu'on l'a compris. Il n'y a rien à décapiter, aucun roi à abattre, aucun centre à détruire. Le fléau n'est pas dirigé, il émerge. Il naît d'un signal chimique multiplié par le nombre, une molécule de sérénité, une phase de cuisse, un frôlement, répété à l'infini. C'est tout. Et c'est déjà bien assez pour affamer des régions en pierre. Reprenons notre souffle un instant sur ce constat, parce que ce que nous venons de comprendre change vraiment le regard. Ce n'est plus une invasion mystérieuse tombée du ciel. C'est une mécanique, précise, chimique, presque compréhensible. Et j'aimerais ici m'adresser directement à vous. Si un jour, dans une steppe ou au bord d'un champ, vous avez déjà croisé la trace de ce phénomène, ou même simplement entendu un récit de vos aînés à ce sujet, racontez-le en commentaire. Ces mémoires locales, ces témoignages transmis de génération en génération, valent souvent autant que les articles scientifiques. Ils disent où le fléau est passé et quand. Nous savons désormais ce qui déclenche la bascule et comment elle s'emballe. Mais nous n'avons pas encore vu le résultat en plein vol. Nous n'avons pas encore regardé la masse une fois qu'elle a quitté le sol, une fois qu'elle est devenue ce nuage qui assombrit le ciel. Comment se dirige-t-elle? Comment perçoit-elle le monde? Que voit, qu'entend, que sent en essaim de plusieurs centaines de milliards de corps? Il est temps de monter dans les airs avec lui. Le nuage est en l'air. Il monte, porté par une colonne de chaleur, et s'étale sur le ciel jusqu'à en voiler le soleil. En dessous, l'ombre passe sur la terre comme celle d'un immense nuage d'orage. Et il y a le bruit. Ceux qui l'ont entendu le décrivent tous de la même manière, à des siècles de distance, sur des continents différents. Un froissement continu, un bruissement immense, comme une pluie qui tomberait sans fin. Sauf que cette pluie-là avance. Elle se déplace dans le ciel. Elle a une direction. Des millions, des milliards de paires d'ailes battant ensemble produisent ce son unique, ce murmure gigantesque qui fait lever la tête et serrer le cœur. Fermez les yeux une seconde et imaginez-le. Le grondement doux d'une averse, sauf qu'elle vient vous manger. Regardez ce nuage avancer, et une question s'impose aussitôt, la même qui hante les hommes depuis toujours. Qui le dirige? Comment des centaines de milliards d'êtres minuscules peuvent-ils se déplacer ensemble, dans une même direction, comme s'ils obéissaient à un ordre? On croit voir une armée en marche, disciplinée, coordonnée, conduite par quelque intelligence cachée. Où est le général? Où est le cerveau de cette masse? Gardez la question, car la réponse, quand on la découvre, est plus troublante encore que l'idée d'un chef. Mais avant de la donner, il faut comprendre comment cet insecte perçoit le monde. Car un essaim n'a pas d'yeux commun, pas d'oreilles communes. Il n'a que la somme des sens de chacun de ses membres. Et ces sens ne ressemblent en rien aux nôtres. Nous l'avons dit, cet animal voit par une mosaïque, une multitude de facettes qui, plutôt que de dessiner une image nette, détectent avant tout le mouvement. Pour un être noyé dans une foule de millions de corps en mouvement, ce type de vision est parfait. Il ne cherche pas à contempler le paysage, il surveille ses voisins immédiats. Il capte qui bouge à côté de lui, à quelle vitesse, dans quel sens. Son œil est fait pour lire la foule, pas pour admirer l'horizon. Et puis il y a l'odorat, qui joue ici un rôle immense. Cet insecte vit dans un monde de parfums invisibles. Il sent les plantes, il détecte de loin les odeurs de la végétation qui l'attire, mais surtout, il sent ses semblables.
Les individus grégaires émettent et perçoivent des signaux chimiques, des odeurs qui disent la présence du groupe, qui renforcent la cohésion, qui poussent à rester ensemble. Là où nous verrions un chaos de corps identiques, lui perçoit un paysage d'odeurs, une carte olfactive de la horde. Pensez-y un instant. Ce que nous appelons un essaim n'est pas, pour ses membres, une masse aveugle. C'est un tissu de signaux, un bavardage chimique permanent où chaque individu lit et écrit à la fois. Alors revenons à la grande question. Qui dirige tout cela? La réponse est aussi simple qu'elle est vertigineuse. Personne. Absolument personne. Il n'y a pas de chef dans un essaim de criquets. Pas de général, pas de guide, pas de centre de décision. Chaque insecte ne suit qu'une poignée de règles élémentaires, appliquées à ses seuls voisins immédiats. Vole dans la direction où volent ceux qui t'entourent. Ralentis si c'est trop dense devant toi. Accélère si l'on te presse par derrière. Reste à bonne distance, ni trop près, ni trop loin. Voilà tout. Rien de plus. Aucun de ces insectes ne connaît la forme d'ensemble du nuage. Aucun ne sait où va l'essaim tout entier. Chacun ne voit que ses quelques voisins et réagit à eux, seconde après seconde. Et c'est de cela, uniquement de cela, que naît le mouvement du géant. Des milliards de décisions locales, chacune insignifiante, s'additionnent pour produire un déplacement d'ensemble qui ressemble à une volonté unique. Le nuage tourne, ondule, se resserre, s'étire, comme un seul organisme. Mais cet organisme n'existe pas vraiment. Il n'y a que la foule et ses règles minuscules. Les scientifiques appellent cela l'émergence, quand des comportements simples, répétés par un très grand nombre d'individus, donnent naissance à un phénomène complexe que nul d'entre eux n'a conçu ni ne contrôle. Une intelligence sans cerveau, un ordre sans ordre donné. Je dois vous avouer que c'est, à mon sens, l'une des idées les plus troublantes de toute la biologie. Nous avons l'habitude de croire que derrière chaque grand mouvement organisé se cache une décision, une intention, quelqu'un aux commandes. Et voici la preuve vivante, colossale, obscurcissant le ciel, qu'il n'en est rien. Que l'ordre peut surgir du seul nombre, qu'une force capable d'affamer des nations peut n'avoir, au fond, aucun esprit qui la conduise. Ce n'est pas une armée, c'est une avalanche de corps qui, chacun, ne fait que suivre son voisin. Et le vol lui-même obéit à la même économie sans intention. Cet essaim ne lutte pas contre les éléments, il les épouse. Il ne se bat pas contre le vent. Il se laisse porter par lui. Il utilise les courants d'air chaud qui montent du sol pour s'élever sans effort, comme un planeur profite des ascendances, puis se laisse pousser à l'horizontale par le vent dominant. C'est pourquoi il peut parcourir des distances qui défient l'imagination sans s'épuiser. Il ne dépense presque rien. L'énergie du voyage, ce n'est pas la sienne, c'est celle de l'atmosphère. Il se contente de s'y abandonner. Voilà encore une forme d'efficacité aveugle, sans calcul, sans stratégie, et pourtant redoutablement performante. Faut-il alors parler d'intelligence? La tentation est grande, en regardant ce nuage manœuvrer avec tant de fluidité, d'y voir une pensée, une conscience collective. Les chercheurs ici restent prudents, et ils ont raison. Ce que l'on observe n'exige aucune conscience. Cela n'exige que des règles, des sens et le nombre. C'est peut-être cela, le plus humble et le plus grand à la fois. La nature n'a pas eu besoin d'inventer un esprit pour produire l'un de ses spectacles les plus saisissants. Il lui a suffi de multiplier le simple par le milliard. Nous avons donc suivi cet insecte de sa peau à son cerveau, de sa naissance à son envol, de son basculement chimique jusqu'à ce nuage sans chef qui traverse les ciels. Nous savons ce qu'il est, comment il fonctionne, comment il perçoit son monde. Mais il nous manque encore tout un pan de son histoire, et c'est le nôtre. Car cet animal, l'homme le connaît depuis très longtemps. Il l'a craint, décrit, raconté, inscrit dans ses textes sacrés et ses vieilles chroniques, bien avant de comprendre le moindre de ses secrets. Et pour saisir la place qu'il occupe dans notre imaginaire, il faut maintenant remonter le temps, jusqu'aux toutes premières fois où un homme a levé les yeux vers ce ciel qui bruissait. En l'an 1008, un chroniqueur russe trempe sa plume et consigne, en vieux slavon, une phrase brève et lourde. « Les insectes sont venus, écrit-il, et ils ont couvert la terre. »
C'est l'une des toutes premières mentions du fléau dans les annales de la Russie. Quelques mots, pas davantage. Mais derrière ces quelques mots, un événement assez terrible, assez marquant, pour qu'un homme ait jugé nécessaire de l'inscrire pour la postérité, à une époque où l'on n'écrivait que l'essentiel. La terre couverte, la récolte perdue, la faim qui vient. Tout cela tenait dans une ligne. Et cette ligne n'est pas isolée. Elle ouvre une longue série. Car depuis ce jour, l'histoire se répète, encore et encore, tous les quelques décennies, avec la régularité d'une horloge lente. Le fléau revient, disparaît, revient. Chaque génération ou presque connaît sa propre invasion, sa propre disette, ses propres champs dévorés. Comme si le calendrier lui-même portait inscrit en creux l'échéance du retour. Mais posons la question qui traverse toute cette histoire. La question qui a hanté les hommes pendant des millénaires avant que la science ne s'en mêle. Cet insecte qui obscurcit le ciel et vide les greniers, d'où vient-il vraiment? Est-il une punition? Un signe? Un message envoyé d'en haut pour châtier les hommes? Gardez cette question, car elle est la clé de tout notre rapport à cet animal. Et la réponse que les hommes lui ont donnée pendant des siècles nous dit peut-être davantage sur nous que sur lui. Remontons plus loin encore que les chroniques russes, jusqu'aux textes les plus anciens de notre civilisation. Dans la Bible, le fléau occupe une place terrible et célèbre. Il est l'une des 10 plaies, l'un des grands châtiments qui s'abattent sur l'Égypte. Les insectes s'abattent, dévorent tout ce que la grêle avait épargné, ne laissent rien de vert sur les arbres ni dans les champs. 8e plaie sur 10. Un instrument de la colère divine. Et dans le Coran, on le retrouve, désigné parmi les signes envoyés aux hommes. Partout, dans ces textes fondateurs, le même insecte porte la même charge symbolique. Il n'est jamais un simple animal. Il est toujours un message, une punition, un doigt pointé depuis le ciel. Réfléchissez à ce que cela révèle. Face à un phénomène qu'ils ne comprenaient pas, qui surgissait sans prévenir et détruisait sans pitié, les hommes ont fait la seule chose qui avait un sens pour eux. Ils lui ont donné une intention. Ils ont refusé le hasard. Un malheur si vaste, si soudain, ne pouvait pas ne rien vouloir dire. Il fallait qu'il fût envoyé. Il fallait qu'il fût mérité, ou du moins voulu. Et je trouve cela, à titre personnel, profondément humain. Devant l'inexplicable, nous préférons presque toujours un ennemi qui nous veut du mal à un univers qui ne nous veut rien du tout. Mais toutes les rencontres entre l'homme et ce fléau ne furent pas seulement des récits d'effroi. Certaines furent, disons, plus inattendues. Et il en est une en particulier que je ne m'attendais pas à trouver en préparant ce film et qui m'a arraché un sourire. Au début du 19e siècle, alors qu'une invasion frappe le sud de l'Empire russe, on envoie sur place, pour constater les dégâts, un fonctionnaire chargé de rédiger un rapport officiel. Ce fonctionnaire n'est autre, selon la tradition, que le plus grand poète que la Russie ait produit. Et le rapport qu'on lui prête est resté célèbre pour sa brièveté insolente. En quelques lignes à peine, il décrit tout le drame. Le fléau volait, se posait, restait posé, dévorait absolument tout, puis repartait. Fin du rapport. Rien d'autre. Certains historiens doutent de l'authenticité exacte de ces lignes, et il faut le dire. Mais l'anecdote a traversé les siècles, et l'on comprend pourquoi. Il fallait sans doute le génie de la concision pour résumer en si peu de mots l'impuissance totale d'un homme face à cette marée d'insectes. Que dire de plus, en effet? Le fléau était venu, il avait mangé, il était reparti. Toute la tragédie tenait là. Cette petite histoire, aussi légère soit-elle, dit pourtant une chose sérieuse. Pendant des siècles, l'homme n'a pu que constater, regarder venir, regarder manger, regarder repartir. Il pouvait prier, il pouvait écrire, il pouvait pleurer ses récoltes. Il ne pouvait rien faire. L'insecte arrivait comme un orage et s'en allait comme un orage, sans que quiconque pût l'arrêter ni même comprendre pourquoi il était là. Puis, lentement, quelque chose change. Vers la fin du 19e siècle, pour la première fois, des hommes cessent de subir et se mettent à chercher. On monte des expéditions scientifiques. On envoie des naturalistes vers les régions frappées, le long de la Volga, vers les montagnes du Caucase, non plus pour prier, mais pour comprendre. D'où vient-il? Où va-t-il?
Peut-on prévoir son retour? Ce sont des questions neuves, des questions qui trahissent un changement d'esprit profond. On ne demande plus pourquoi le ciel nous punit, on demande comment fonctionne cet animal. Le fléau cesse peu à peu d'être un signe pour devenir un objet d'étude. Et c'est là, je crois, le vrai tournant de toute cette histoire. Non pas dans une bataille gagnée, non pas dans une invasion repoussée, mais dans un regard qui change. Pendant des milliers d'années, cet insecte fut une punition. Puis, en l'espace de quelques générations, il devint un problème. Un problème que l'on pouvait peut-être observer, mesurer, anticiper. Le châtiment divin s'était mué en énigme naturelle. Et une énigme, à la différence d'une punition, cela se résout. Voilà donc où en étaient les hommes au seuil du XXe siècle. Ils avaient enfin décidé de comprendre plutôt que de subir. Restait à passer de la compréhension à l'action véritable. Restait à bâtir des systèmes, des méthodes, des armées entières vouées à guetter ce fléau et à l'écraser avant qu'il ne s'élève. Et c'est au siècle suivant, dans un pays en pleine convulsion, que cette guerre allait prendre une toute autre ampleur, avec des moyens que les chroniqueurs de jadis n'auraient pas même pu rêver. 2020, Afrique de l'Est. Un seul essaim couvre une surface d'environ 2400 km². Prenez une seconde pour poser ce chiffre sur une carte que vous connaissez. C'est l'étendue d'une très grande métropole, une ville entière, non pas remplie de bâtiments, mais de 200 milliards d'insectes. En une seule journée, un tel essaim peut dévorer de quoi nourrir des dizaines de milliers de personnes. Et ce n'était pas un récit ancien, pas une plaie biblique, pas une chronique jaunie. C'était il y a quelques années à peine. La plus grande invasion de ce genre depuis près de 70 ans. Le fléau que les hommes croyaient presque dompté venait de rappeler, en plein XXIe siècle, qu'il n'avait rien perdu de sa puissance. Comment est-ce possible? Voilà la question qui doit nous habiter tout au long de cette partie. Car les hommes n'étaient pas restés les bras croisés. Au XXe siècle, ils avaient construit contre cet insecte une véritable machine de guerre, des systèmes de surveillance, des méthodes, des institutions. Ils l'avaient, à une époque, presque maîtrisé. Alors comment le fléau a-t-il pu revenir avec une telle force? Que s'est-il brisé entre le triomphe d'hier et l'invasion d'aujourd'hui? Gardez la question ouverte. La réponse tient à une chose fragile que l'on croyait acquise et qui s'est défaite presque sans qu'on s'en aperçoive. Revenons au début de cette guerre moderne. Les années 20 du siècle dernier. Un immense pays sort à peine d'une guerre civile, exsangue, affamé, son agriculture à genoux. Et c'est précisément ce moment que choisit le fléau pour frapper. Pire encore, l'invasion coïncide avec un bouleversement total des campagnes, la collectivisation. Ce moment où les anciennes façons de cultiver s'effondrent sans que les nouvelles soient encore en place. On ne pouvait imaginer plus mauvais instant. Les champs venaient de changer de main, le désordre régnait, et dans ce chaos, les essaims venus des grandes plaines du sud et de l'est se sont abattus sur les terres. Les pertes de grains furent énormes, jamais publiées en chiffres précis mais bien réels, ajoutant leur poids à une famine déjà en marche. L'État répond alors avec les moyens qu'il connaît, la mobilisation des masses. On envoie les paysans au front, non pas contre une armée d'hommes, mais contre une armée d'insectes. Ils creusent de longues tranchées pour barrer la route aux bandes larvaires qui rampent au sol, y versent du pétrole, y mettent le feu. À l'automne, des milliers de personnes ratissent les champs à la main pour récolter les capsules d'œufs enfouies dans la terre, une à une. Un travail de fourmi contre le fléau des criquets. Mais la véritable nouveauté, celle qui change tout, vient du ciel. Pour la première fois, des avions survolent les champs et répandent des produits chimiques sur les foyers. En un seul vol, un appareil traite une surface qu'une brigade à pied aurait mis des semaines à couvrir. C'est une révolution. La guerre contre l'insecte vient de prendre les airs, elle aussi. Et à cette force brute, on ajoute enfin l'intelligence. On fonde des instituts de recherche voués à la protection des cultures. Des scientifiques dressent les premières cartes des foyers de reproduction, ces berceaux que nous avons évoqués plus tôt. Ils bâtissent un système de surveillance, de prévision des invasions, à partir des données météorologiques. On apprend à guetter, à anticiper, à frapper avant l'envol. Vers le milieu du siècle, il semble que la victoire soit acquise.
Un réseau dense de postes d'observation couvre tout le sud du pays. Les républiques voisines coordonnent leurs efforts. Des flambées se produisent encore, mais on les éteint vite, avant qu'elles n'embrasent quoi que ce soit. L'homme, pour la première fois de son histoire, paraît avoir pris le dessus sur le fléau. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Voici la réponse, et elle est presque silencieuse. Le grand pays s'est disloqué. Et le réseau de surveillance s'est disloqué avec lui. Du jour au lendemain, les postes d'observation situés dans les steppes d'Asie centrale se sont retrouvés dans d'autres États, de l'autre côté de nouvelles frontières. Les financements se sont taris, les spécialistes se sont dispersés. La coordination entre voisins d'hier a disparu. Les zones frontalières, ces berceaux mêmes du fléau, sont restées des années sans être inspectées. Personne ne surveillait plus. Personne ne comptait plus les capsules dans le sol. Le guetteur avait fermé les yeux. Et l'insecte, lui, ne connaît rien aux frontières. Il ignore la chute des États. Il ne lit pas les traités. Il a simplement profité de la pause. Là où l'œil humain s'était détourné, il a recommencé, tranquillement, son vieux travail. S'accumuler, se reproduire, attendre le bon été. Il n'a rien fait de nouveau. Il a juste continué d'être ce qu'il est, pendant que la garde était baissée. Les premières grandes flambées de l'après ne se sont pas fait attendre. Autour du passage entre les 2 siècles, le fléau frappe de nouveau les régions du Sud, et l'on réagit dans l'urgence, avec les moyens du bord, en réparant à la hâte. On comprend alors qu'il faut refermer la brèche. Peu à peu, dans les années qui suivent, on reconstruit. De nouvelles stations de protection des cultures, des accords avec les États voisins, un réseau d'observation qui, lentement, difficilement, recommence à fonctionner. Cela aide. Mais cela ne suffit pas. Les alertes reviennent, régulières. Des dizaines de milliers d'hectares menacés, des régimes d'urgence déclarés, des récoltes perdues dans certaines exploitations malgré tout. Et c'est ici que l'affaire nous touche de plus près qu'on ne le croirait. Car le pays frappé n'est pas n'importe lequel. Il est aujourd'hui l'un des tout premiers exportateurs de blé de la planète. Songez à ce que cela signifie. Le fléau qui s'abat sur ces champs du Sud ne ruine pas seulement un agriculteur isolé. Il pèse sur une chaîne qui court jusqu'aux marchés mondiaux, jusqu'à des tables lointaines, dans des dizaines de pays. Quand ces plaines sont menacées, ce n'est pas une région qui tremble, c'est une part de l'approvisionnement du monde. Et le climat, nous l'avons vu, travaille dans le mauvais sens. Chaque décennie un peu plus chaude, un peu plus sèche, offre à l'insecte exactement ce qu'il préfère. Voilà donc où nous en sommes. Un fléau aussi vieux que les chroniques, un moment presque vaincu, revenu par la brèche d'une surveillance effondrée, et désormais braqué sur les greniers du monde. La question n'est plus de savoir s'il reviendra, mais quand et avec quelle force. Reste alors la dernière interrogation, la plus concrète de toutes. Comment le combat-on aujourd'hui pour de vrai? Avec quelles armes, quelles ruses, quels espoirs? Et surtout, peut-on vraiment vaincre un adversaire plus ancien que les dinosaures? Les uns cherchent à l'exterminer, les autres le mangent. Voilà, en une phrase, tout le paradoxe de notre rapport actuel à cet insecte. Car pendant qu'une partie de l'humanité déploie avions, produits chimiques et satellites pour le rayer de la surface des champs, une autre partie, tout aussi nombreuse, le fait cuire, le sale, le vend au marché et le savoure. Le même animal, poison pour les uns, nourriture pour les autres. Et ces deux histoires, celle de la guerre et celle du festin, se déroulent en ce moment même, sur la même planète, souvent à quelques frontières de distance. Commençons par la guerre, puisque c'est elle qui décide de nos récoltes. Et son principe fondamental n'a pas changé depuis 1000 ans. Une seule règle, tenez-la bien en tête, car elle commande tout le reste. Il faut frapper avant l'envol. Tant que la masse rampe encore au sol, tant qu'elle n'est qu'une bande larvaire sans aile, elle reste localisée, atteignable, gérable. Une fois dans le ciel, c'est presque fini. On ne combat pas un nuage. Toute la bataille se joue donc au printemps, dans cette fenêtre étroite de quelques semaines où les larves sortent de terre et ne savent pas encore voler. Laissez passer cette fenêtre et vous ne ferez plus que courir derrière le fléau. La première ligne de défense, aujourd'hui,
Ce n'est ni l'avion, ni le poison. C'est l'œil. Des spécialistes parcourent au printemps les foyers connus, prélèvent des échantillons de sol, comptent les capsules d'œufs enfouies sur chaque mètre carré. Il existe un seuil. Au-delà d'un certain nombre, l'alerte est donnée, le traitement devient inévitable. À cet œil au sol s'ajoute désormais un œil dans le ciel. Les images satellites, qui révèlent où l'herbe se dessèche plus vite que d'ordinaire, où les insectes se concentrent. La surveillance moderne mêle ainsi la main du technicien qui fouille la Terre et le regard de la machine qui scrute depuis l'orbite. Mais posons-nous la question qui suit naturellement. Une fois le foyer repéré, avec quoi frappe-t-on? L'arme principale reste chimique. Des produits puissants, épandus par avion ou par engin au sol, qui tuent vite et efficacement. Rapide, redoutable. Mais voici le revers, et il est lourd. Ces produits ne font pas le tri. Ils frappent le criquet, oui, mais aussi tout ce qui vit autour. Les autres insectes, dont ceux qui pollinisent, la petite faune, l'équilibre entier du lieu. On sauve un champ et l'on stérilise en partie la vie qui l'entoure. C'est une victoire au goût amer, un remède qui blesse ce qu'il prétend protéger. C'est pourquoi, depuis quelques années, on développe une toute autre approche, et je dois dire qu'elle est l'une des plus élégantes que j'ai rencontrées en préparant ce film. Il existe un champignon microscopique qui ne s'attaque qu'aux criquets et à leurs proches parents. Rien d'autre. Il épargne les abeilles, les oiseaux, les mammifères. On disperse ses spores sur les foyers. Les insectes s'en contaminent au contact et succombent en 1 à 2 semaines. Plus lent que la chimie, bien sûr, mais incomparablement plus propre. En Afrique, on l'emploie déjà largement. Ailleurs, il reste encore souvent au stade de l'expérimentation. Ajoutez à cela les drones, ces petits engins volants qui permettent de traiter avec précision les endroits inaccessibles, les roselières des deltas où ni le tracteur ni l'homme ne peuvent entrer. La panoplie s'affine, se raffine, gagne en subtilité. Et pourtant, il faut être honnête, il n'existe aucune solution parfaite. Rappelez-vous ce que nous avons compris plus tôt. Cet animal existe depuis des temps immenses. Il a traversé les pires catastrophes que la planète ait connues. L'homme et son produit chimique ne sont ni la première, ni, sans doute, la dernière épreuve qu'il affrontera. Nous ne l'effaçons pas. Nous le contenons, saison après saison, dans une lutte qui n'a pas de fin prévisible. Alors, puisque nous ne pouvons l'anéantir, une idée surgit, aussi vieille que l'humanité elle-même. Et si, plutôt que de le combattre, on le mangeait? Et ne souriez pas trop vite. Environ 2 milliards d'êtres humains consomment régulièrement des insectes, non par misère, mais par goût, par tradition, par habitude. Cet insecte-là est l'un des plus anciens aliments de notre espèce. Les textes sacrés eux-mêmes en gardent la trace. On raconte qu'un prophète, au désert, se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Dans certains pays, on les fait griller, on les sale, on les déguste comme on clignoterait une poignée de graines à l'apéritif. Ailleurs, frits avec un peu de citron vert et de piment, ils sont une nourriture de rue que dévorent toutes les générations. Et les chiffres, ici, forcent le respect. Rapporté à son poids sec, cet insecte rivalise avec la viande de volaille pour la teneur en protéines, tout en apportant les acides aminés essentiels, du fer, du zinc. Mais surtout, songez à ce qu'il coûte à produire. Là où le bœuf réclame des quantités faramineuses d'eau et de terre, l'insecte, lui, en demande une fraction, pour des émissions de gaz proches de rien. Des entreprises, en Europe déjà, en tirent de la farine, des barres protéinées, de la nourriture pour poissons et volailles. On en sourit encore souvent, je le sais, mais rappelez-vous, on souriait aussi, il n'y a pas si longtemps, à l'idée de manger du poisson cru. Les dégoûts d'une génération font parfois les délices de la suivante. Il y a enfin un dernier angle, le plus discret, et peut-être le plus important. Cet insecte n'est pas qu'une menace pour les écosystèmes, il en fait partie. Il nourrit tout un monde. Un oiseau en particulier, que peu de gens connaissent, se reproduit dans le sud et se nourrit presque exclusivement de criquets. Lorsqu'une flambée survient, ces oiseaux accourent aux abords des foyers et en dévorent des quantités considérables. Une colonie entière peut en détruire, chaque jour, une masse qui pèse dans la balance. Cigognes, échassiers, rapaces des steppes suivent eux aussi les essaims. La nature a placé là, discrètement, ses propres contrepoids.
Ils n'arrêtent pas la catastrophe, mais sans eux, elle serait pire. Regardez alors ce que devient notre combat, vu de haut. D'un côté, des avions et des poisons. De l'autre, un champignon qui ne tue que lui, des marchés qui le vendent en friandises, des oiseaux qui le moissonnent dans le ciel. Nous ne sommes pas face à un ennemi que l'on écrase et que l'on oublie. Nous sommes face à un être si profondément tissé dans le vivant qu'on ne sait plus très bien s'il faut le détruire, l'exploiter ou simplement le comprendre. Et cette hésitation, ce trouble, en dit long, car il nous force à une question que nous préférons éviter. Cet insecte est-il vraiment une anomalie à corriger, ou bien fait-il depuis toujours un travail que nous n'avions simplement jamais regardé en face? C'est vers cette dernière vérité, la plus dérangeante peut-être, qu'il nous faut à présent descendre, tout au fond de la steppe. Vers la fin du XIXe siècle, en Amérique du Nord, un essaim traverse le ciel. Sa taille défie l'entendement. Les estimations qui nous sont parvenues avancent un nombre qui n'a peut-être jamais été égalé pour aucun rassemblement animal dans toute l'histoire des observations humaines. Plusieurs milliers de milliards d'individus dans un seul et même essaim. Une masse vivante si vaste qu'elle mettait des jours à passer au-dessus d'un point donné. C'était une autre espèce que la nôtre, un criquet des montagnes rocheuses. Et voici le vertige. À peine quelques décennies plus tard, au tout début du XXe siècle, cette espèce avait disparu. Complètement éteinte. L'une des créatures les plus abondantes que la Terre ait portée s'était effacée en un souffle. Comment un être aussi innombrable peut-il s'évanouir? La question paraît absurde. On imagine mal une telle multitude vaincue. Et pourtant, la réponse n'est pas une bataille, ni un poison miracle. Elle est presque banale, et c'est ce qui la rend terrible. L'homme, sans même le vouloir, a labouré et retourné les terres où cette espèce déposait ses œufs, ses berceaux, ses derniers foyers de reproduction. Il n'a pas combattu le fléau, il a simplement cultivé, défriché, transformé le sol. Et en détruisant discrètement ces quelques lieux précis, il a anéanti, par accident, la chose même dont il avait souffert pendant des générations. Songez à ce que cela révèle. Nous n'avons même pas eu le droit d'une victoire nette, décidée, revendiquée. La disparition la plus totale de ce fléau ne fut pas un triomphe, mais une bévue, un effacement involontaire. La nature ne nous a pas accordé de vaincre proprement. Elle nous a seulement laissé effacer sans comprendre. Et cette leçon, retenez-la, car elle éclaire tout ce que nous croyons savoir de notre rapport à cet insecte. Revenons alors à notre criquet, celui qui menace nos plaines, et regardons enfin son travail autrement. Depuis le début de ce film, nous parlons de destruction. Mais changeons d'angle une dernière fois. Que fait au fond la steppe, année après année? Elle accumule. L'herbe pousse, les graines tombent, la matière organique s'entasse, la biomasse s'épaissit. Et puis un jour, le fléau arrive et remet tout à zéro en quelques jours. Cela ressemble à un saccage. Mais regardez ce qui suit. Après le passage de la masse, le sol se retrouve gorgé de restes organiques, un engrais d'une puissance rare. L'année suivante, sur ce même terrain, l'herbe repousse plus dense, plus verte qu'auparavant. Les oiseaux se sont gavés, la terre s'est nourrie, le cycle a recommencé. Comprenez alors ce que nous avons pris pour un désastre. Dans la steppe sauvage, là où il n'y a ni blé ni tournesol, cette invasion n'est pas une catastrophe, c'est un battement, une pulsation. L'insecte vient, il consume, il repart, et la steppe se régénère. Cela dure depuis des temps que nous ne savons pas compter. Ce n'est pas un dérèglement du système, c'est l'un de ses rouages, l'un de ses régulateurs les plus anciens. Où est le problème alors? Il est en nous. Il est dans une chose très simple, et j'avoue m'être arrêté net en préparant ce film, le jour où je l'ai comprise. Le criquet n'est pas devenu plus dangereux ces derniers siècles. Il n'a pas changé. C'est nous qui avons bâti nos champs, notre pain, notre économie tout entière, en plein milieu de ces routes millénaires. Nous avons posé notre civilisation sur son chemin, puis nous avons appelé cela une invasion. Il faisait déjà ce trajet bien avant que le premier homme capable de l'écrire ne vienne au monde. Cela n'efface rien de la réalité du danger. Les champs sont réels, la faim est réelle, la nécessité de lutter est réelle. On peut,
on doit se défendre. Mais il y a une différence entre combattre un mal et gêner un cycle. Nous ne livrons pas une guerre contre une créature méchante. Nous menons, sans l'avoir voulu, une négociation avec un très vieux mécanisme de la planète sur une seule question. Qui a le droit de manger et où? Et cette négociation, la steppe la conduisait déjà, seule, bien avant que nous n'ayons notre mot à dire. Il ne s'accroche à aucune volonté de nuire. Il ne connaît ni la colère ni la vengeance. Il naît vert et solitaire. Un contact le change. La sérotonine monte et le ciel s'assombrit à midi. Il n'est ni beau, ni noble, ni cruel. Il est seulement ancien et parfaitement accordé à un monde qui existait avant nous. Alors si l'été prochain, vous entendez une nouvelle parlant d'une invasion de criquets dans le sud, arrêtez-vous une seconde avant de n'y voir qu'un fléau. Et si un jour, en marchant dans une steppe ou au bord d'un champ, vous croisez dans l'herbe un petit insecte vert qui s'écarte de votre pas, regardez-le un instant. Vous savez désormais ce qu'il porte en lui. 250 millions d'années de patience, un interrupteur endormi, la mémoire d'un temps où la Terre lui appartenait et où nous n'étions encore nulle part. Sous vos pieds, en ce moment même, dorment peut-être des capsules qui attendent leur été. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce voyage. Si ce récit vous a appris quelque chose, un pouce levé et un abonnement aident d'autres curieux à le trouver. On se retrouve très bientôt pour une autre créature et une autre histoire.